Bonsoir, ravi d'être avec vous pour votre émission santé mensuelle en collaboration avec la clinique Saint-Luc de Bouge. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, à mon avis, vous avez déjà tous souffert de maux de tête, de céphalées, de migraines peut-être pas, mais on va essayer d'éclaircir tout ça avec le docteur Perrine Depireux qui est avec moi en plateau. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes donc neurologue. C'est ça. À la clinique Saint-Luc de Bouge et vous êtes aussi un peu spécialisé en neurologie. Mais aujourd'hui, en tout cas, un des sujets que vous connaissez bien, c'est les céphalées. Oui, mais c'est un motif fréquent de consultation, on peut dire ça comme ça. Oui, j'imagine, effectivement. Après, on ne consulte pas toujours, effectivement, un spécialiste pour ce genre de mots. Juste avant de commencer un petit peu les explications, vous rappelez que cette émission, elle vous appartient également. Et donc, vous êtes les bienvenus pour venir poser vos questions sur la page Facebook de la clinique Saint-Luc Bouge ou encore la page Facebook de Bouquet Média où vous pouvez nous suivre en live. Voilà, donc c'est un peu l'idée aussi, c'est plutôt que de poser vos questions à un moteur de recherche, posez-les à notre spécialiste en plateau. Alors, souvent, une des premières questions à chaque émission santé, c'est un petit peu expliquer le sujet dont on va parler. Ici, ce sont les maux de tête, les céphalées, la migraine. Est-ce qu'il s'agit de la même chose? On va d'abord peut-être se concentrer sur les maux de tête et les céphalées. La migraine, ça viendra après parce que ça concerne peut-être moins de monde également. En effet, mais donc céphalée, c'est le terme médical pour dire mal de tête. Tout simplement. Tout simplement. C'est le terme scientifique, médical. Alors mal de tête, mais ça peut être très large. C'est la boîte crânienne, ça peut être les sinus, ça peut être les yeux, les dents, ça peut être beaucoup de choses. Donc un mal de tête. Donc on peut avoir mal aux dents et que ce soit un mal de tête, en fait. Exact. En fait, les douleurs peuvent irradier, comme on dit. Donc, une douleur dentaire peut irradier au niveau du crâne, par exemple. Même chose pour les sinus. Donc, c'est vrai qu'un mal de tête peut avoir son origine, finalement, dans pas mal de choses différentes. Et comment, du coup, est-ce qu'on peut reconnaître que c'est bien un mal de tête? Est-ce que, par exemple, si on a une sinusite et qu'on a mal au sinus, on appelle ça mal de tête ou pas? Non, pas spécialement, parce que souvent, il y a tout le contexte autour qui permet d'identifier que c'est plutôt une sinusite. En fait, c'est vraiment le contexte qui permet de dire si on a eu un nez qui coule, un peu de température, oui, l'état général moins bon, et puis que ça finit par faire mal à la tête. Voilà, on a quand même une fameuse piste que le point de départ est au niveau des sinus. Même chose au niveau de l'œil. Si c'est un glaucome, par exemple, ou une hypertension intraoculaire, ça irradie en orbitaire quand même. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, céphalée, c'est un mal qui prend son départ dans la boîte crânienne. Oui, et même chose également pour les dents, parce que du coup, c'est interpellant de se dire qu'un mal de tête peut provenir Oui, ça fait partie des dents. du bilan parfois chez les maux de tête, surtout chez les jeunes ou les adolescents. Toujours aller vérifier quand même au niveau dentaire, au niveau ophtalmique, si c'est rassurant. On commence parfois par là. Quand c'est pas typique pour un mal de tête neurologique, on va dire, quand nous, on a l'impression que ça pourrait être une douleur référée qui part d'ailleurs, ça vaut toujours la peine d'aller voir votre dentiste ou votre ophtalmo. Ça fait partie du bilan de base de maux de tête, pas clair en tout cas. Alors moi, ce que je propose, d'entrée de jeu, c'est voir un petit peu ce que les gens en pensent. On fait souvent un micro-trottoir dans cette émission. Et là, c'est Nicolas qui est allé promener un petit peu son micro auprès des Namurois pour voir un petit peu si déjà ils avaient parfois mal à la tête. Maux de tête, je vais aller voir si les Namurois en ont déjà eu souvent. Moi, personnellement, ça m'arrive quand même d'avoir des maux de tête quand je suis surtout fatigué. Je suis souvent fatigué, Corinne. Dis-moi, nous, aujourd'hui, on parle de maux de tête. Est-ce que toi, t'en as déjà eu? Moi, c'est assez rare, à part quand je suis vraiment malade, ça vient avec la maladie, mais sinon, je suis pas trop sujet à tout ce qui est maux de tête. Et lié après le lendemain d'une soirée, quoi, t'as déjà... Ouais, ça c'est vrai que ça arrive assez régulièrement. Est-ce que ça s'apparente pas de la maladie quelque part? Non, mais après, de toute façon, le mal de tête n'est pas forcément lié à la maladie. Moi, dans mon cas, c'est beaucoup le lié à la maladie. Jamais. Enfin oui, en ayant un peu trop bu, mais c'est une des raisons. Il se fait que moi, malheureusement, je suis migraineux. J'ai très souvent des migraines qui durent assez souvent, je dirais, entre 3 et 2 semaines. Ah ouais? Ouais, c'est assez lourd au quotidien. Heureusement, grâce à une kiné depuis peu, j'en ai beaucoup moins. Non, pas vraiment. Oui. Surtout avec la fatigue. Hein. La fatigue, ouais. Et ça t'arrive souvent? Sans doute toutes les semaines, mais je pense que vu que c'est habituel, je fais plus trop attention. Oui. Oui. Hey, migraine. Oui. Migraine, vraiment? Je vous dirais même des céphalées migraineuses. Ah oui. Voilà. Et à quelle fréquence Oh, ça a duré très peu. Ok. Mais ça a été violent. Oui. Mais plutôt quoi? Tu penses mal de tête ou plutôt migraine? Parce que c'est quand même deux choses différentes. Non, mal de tête. Mal de tête? Je pense beaucoup en période d'examen, disons, fin de journée. Un peu plus le soir où je me rends compte que j'ai fait beaucoup trop de choses. Et c'est le moment où je me pose et je me rends compte que ça va pas. Ton cerveau, ta tête, elle est un peu plus quoi. Vous faisiez quoi pour essayer de le faire passer? Boire de l'eau. Boire de l'eau? Parce que ce genre de problème-là, c'est parce qu'en fait, il y a de la déshydratation. Moi, je bois beaucoup d'eau. Quand ça va vraiment pas, je prends un Célergine. Sinon, j'attends que ça passe. Tu as déjà essayé d'autres traitements? Il se fait que mon médecin m'a conseillé
conseiller un médicament en particulier, c'est l'exidrine. C'est vraiment quelque chose qui est spécialisé pour agir au niveau du cerveau et apaiser le maux de tête. Ça apaise, mais ça ne le retire pas. Je vais dormir. En fait, je suis médecin. Ah, d'accord, ah oui. Et donc, Alors, oui, je sais que c'est des céphalées de tension liées à la fatigue, au stress. Je croyais même que c'était une méningite. Mon épouse m'a amené aux urgences et là, j'ai été traité de suite. Je sais comment faire une ponction lombaire. Je ne pourrais plus dire le traitement, vous savez, mais 48 heures après, c'était réglé. Je mets de la glace et c'est tout. J'attends. Et tu sens que ça t'aide? Ça m'aide un peu, mais depuis, je n'ai plus vraiment fait ça, donc voilà. Et est-ce que vous connaissez vraiment bien la différence entre une migraine et un mal de tête? Un mal de tête, c'est un truc qui passe. Des migraines, c'est quelque chose qui reviennent régulièrement, qui sont beaucoup plus douloureux. Là, il faut s'isoler, il faut se cacher de la lumière, enfin des tas de trucs. Tout à fait. Et là, ce sont des pathologies qui sont difficiles à traiter. Ben oui, justement, par rapport à ma nuque, parce que j'ai pas vu ça régulièrement chez les gens, parce que j'en ai déjà parlé avec d'autres. Et comment ça se fait que mon mal de crâne commence par la nuque? Super intéressant. Voilà. On verra la réponse. Moi, je suis pas neurologue. Les céphalées de tension, qu'on appelle ça, c'est des douleurs, on appelle holocrâniennes, donc qui prennent un peu toute la tête et qui arrivent, quand on est plus fatigué, quand on est un peu stressé. Les céphalées, c'est des choses qui sont beaucoup plus intenses déjà. Ça m'est déjà arrivé de devoir mettre de la morphine à quelqu'un qui faisait une crise de migraine. Il y a des traitements qui existent qu'on doit prendre juste au début des symptômes. C'est des douleurs qui sont beaucoup plus intenses, qui sont plus subtiles, donc ça tape comme ça dans la tête. Il y a certaines personnes qui, dans les minutes avant le mal de tête, peuvent avoir des symptômes un peu bizarres. On appelle ça des auras, où c'est par exemple, on peut voir des choses un peu bizarres. Une migraine, ça dure de 4 heures à 4 jours. Ce qui soulage, c'est si possible prendre les antidouleurs. Enfin, c'est des médicaments spécifiques qu'on appelle des triptans. Il faut les prendre vraiment au tout début des symptômes. Les gens qui en font vraiment beaucoup, ils peuvent prendre des médicaments aussi tous les jours pour diminuer le risque. Parfois, c'est un peu difficile. Bon voilà Corinne, comme tu l'as vu, il y a quand même beaucoup de Namurois qui ont souvent des maux de tête, des migraines. Et je trouve aussi quand même, ils ont souvent beaucoup de techniques différentes pour essayer de les faire partir. Et toi Corinne, qui a souvent un peu mal partout, t'en as souvent des migraines toi? Mais n'importe quoi, Nicolas. En fait, moi, non. Je n'ai pas mal à la tête. Pour répondre à Nicolas, voilà. Donc, j'ai mal au dos, mais pas à la tête. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites ici. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir sur certaines choses qui ont été dites. C'était intéressant parce que finalement, on décrit les céphalées, les migraines, les traitements de crise, les traitements de fond. Enfin, C'était intéressant. Finalement, quelques migraineux dans le micro-trottoir et quelques personnes qui décrivent bien des céphalées de tension en cas de fatigue, de déshydratation, de consommation d'alcool, des choses qui peuvent passer en buvant et d'autres pas du tout. Il faut prendre des traitements spécifiques. Donc ça montre bien que c'est quelque chose d'assez large en fait. Oui, notamment effectivement la consommation d'alcool. Mais ça, on en parlera aussi. Est-ce qu'il y a peut-être au niveau de l'hygiène de vie des choses à faire ou à ne pas faire? Mais vous le avez déjà dès le départ de l'émission expliqué un petit peu ce que c'était que céphalée, mal de tête. Mais là, je pense qu'avec tout ce qui s'est dit, c'est peut-être bien de revenir sur les différents points. Vous avez dit sinus. Là, il y a une des personnes interrogées qui a parlé aussi de la nuque. Oui. Donc peut-être expliquer un petit peu plus ces différentes origines. Donc pour les céphalées, il y a une classification qui est intéressante. La première qu'on fait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les céphalées primaires. Donc les céphalées primaires, ça veut dire que c'est un cerveau qui dysfonctionne, mais il n'y a pas de maladie sous-jacente. Donc, par exemple, faire un scanner, une résonance magnétique ne sera pas forcément utile. Et donc ça, typiquement, c'est les migraines, parce que les patients migraineux ont un cerveau que l'on peut vérifier par résonance magnétique, tout à fait normal, il n'y a pas de tumeur ni quoi que ce soit. Il y a les céphalées de tension, ça c'est extrêmement fréquent, donc ça c'est les céphalées de tension musculaire. Donc ça c'est typiquement des maux de tête quand on a accumulé trop de tension musculaire dans les mâchoires, dans la nuque. D'accord. Et ça c'est beaucoup plus fréquent que les migraines. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure des dents, alors? Oui, aussi. Donc, c'est vrai que c'est une contracture musculaire de la mâchoire. Ça peut lancer dans tout le crâne, finalement. Et ça, c'est finalement le plus fréquent. La céphalée de tension est beaucoup plus fréquente que la migraine. D'accord. Et la troisième cause très fréquente de maux de tête ou de céphalée pour lequel il n'y a pas de maladie vraiment sous-jacente, c'est toutes les douleurs nerveuses, donc les névralgies du trijumeau, les névralgies du nerf d'Arnold. Donc ça, c'est un nerf qui est sain, qui va bien, mais qui dysfonctionne à un moment. Et ça, c'est plus rare aussi, ce qu'on appelle des algies vasculaires de la face. Ça, c'est un équivalent migraineux un peu différent. Mais donc, tout ça, c'est des maux de tête pour lesquels il n'y a pas beaucoup d'examens à faire. C'est la clinique, les symptômes, l'examen qui permet de dire c'est ça, on essaie des traitements, mais on ne doit pas faire un bilan très complet. Est-ce que du coup, c'est pas plus compliqué à soigner? Pas forcément. Je crois qu'il faut bien poser des questions sur les facteurs favorisants, la fréquence, la durée, les caractéristiques. Donc, c'est des consultations qui demandent quand même de poser beaucoup de questions pour faire la part des choses. Et ensuite, des choses plus urgentes, c'est ce qu'on appelle les céphalées secondaires. Donc ça, c'est les maux de tête qui sont dus à un problème neurologique aigu.
Et ça justifie des examens en urgence. Et donc, par exemple, un mal de tête brutal en coup de poignard en 1 seconde, ça peut être une hémorragie méningée, donc une rupture d'anévrisme, par exemple. D'accord. Un mal de tête inhabituel qui s'accentue, qui devient intolérable, qui ne répond pas aux antidouleurs, ça peut être une hémorragie cérébrale, une tumeur cérébrale. Donc ça, évidemment, c'est des choses qui font beaucoup plus peur. Hein, et on a, nous, des critères de gravité qui nous font dire, là, il y a peut-être quelque chose d'anormal, il faut peut-être aller bilanter. Et donc c'est ça que pour certains maux de tête, mais on en discutera peut-être plus tard, il ne faut pas hésiter à consulter vite. Il ne faut pas toujours attendre. Alors on peut se laisser parfois quelques heures, mais pas toujours. Donc c'est intéressant de faire la part des choses entre mal de tête qui justifie peut-être pas de consulter rapidement aux urgences, par exemple, et mal de tête où là, il faut venir, quoi. Et il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est important de le dire parce que peut-être que le mal de tête est quelque chose de tellement fréquent que finalement, on le banalise peut-être. Oui, effectivement. Et c'est bien de pouvoir effectivement dire à quel moment, quels sont les signes qui font qu'il ne faut pas le banaliser. Et vous, en tant que neurologue, parce que c'est la première ligne de soins aussi à laquelle on pense si on a mal à la tête, c'est notre médecin traitant. Exact. Qui sait, lui, est formé à ça, hein, voir quel mal de tête doit venir aux urgences. Donc les critères qui sont intéressants de retenir, c'est qu'un mal de tête brutal, donc comme je disais, en coup de poignard, on appelle ça, nous, le coup de tonnerre dans le ciel serein. Donc vraiment, ça vous est tombé dessus à un moment est extrêmement intense et qui ne passe pas, ça, il faut venir aux urgences tout de suite. Ça justifie. Et si ça passe ? Ça justifie quand même de venir aux urgences. Donc même si on appelle ça thunderclap en anglais, donc un mal de tête brutal, intense, qui est disparu, ça reste inquiétant. S'il a été vraiment en coup de poignard et d'une intensité maximale, il faut quand même venir même s'il a disparu. Voilà, ça c'est vraiment une alerte. Oui, il ne faut pas banaliser. L'autre chose, c'est s'il y a de la fièvre, bien sûr. Mal de tête, fièvre, et ce mal de tête ne passe pas aux antidouleurs, ça justifie de se présenter au moins chez son médecin traitant. Et alors aussi, si ça semble évident, mais il y a d'autres signes neurologiques. Si vous avez du mal à parler, vous avez un bras qui est plus lourd, qui est endormi, là, s'il y a un signe neurologique associé, il ne faut pas traîner non plus. Donc c'est ça qu'il faut peut-être faire une ponction lombaire, s'il n'y a pas de méningite, par exemple. Hein. Et vous, en tant que neurologue, vous avez l'impression que souvent les gens arrivent tardivement chez vous ? C'est variable. Il y a des patients qui ne s'inquiètent pas et qui auraient dû venir, et tout comme il y en a qui viennent trop souvent pour des choses qui ne sont pas inquiétantes. Donc c'est très variable. C'est vrai que c'est très variable d'un patient à l'autre, finalement. On est bien d'accord que pour des céphalées primaires, pas d'inquiétude. Non. Même si elles sont fréquentes ? Si elles sont invalidantes au quotidien et que ça représente... Alors, pour les migraines, on dit plus de 4 jours par mois, par exemple, de migraine. Pour les autres maux de tête, on dit qu'il y a plus de 10 jours par mois de céphalées, même si elles ne sont pas migraineuses. Il faut quand même consulter, parce qu'il faut faire quelque chose. Pas forcément médicamenteux, hein, mais il faut agir au niveau des facteurs de risque, au niveau, justement, musculaire. Il ne faut pas vivre comme ça en prenant des antidouleurs, parce qu'aussi, on a montré, et ça paraît contre-intuitif, mais plus on prend d'antidouleurs, plus on risque d'aggraver les maux de tête. Ah bon ? Et c'est ce qu'on appelle les céphalées par abus dentalgique. Donc, plus je prends d'antidouleurs, plus le fait de ne pas en prendre va me prendre un peu en sevrage et chroniciser le mal de tête. Et donc, pour chaque antidouleur, le neurologue vous dit quel nombre de jours moyens par mois vous pouvez en prendre. Donc, par exemple, se dire j'ai mal, je prends un Dafalgan tous les jours, ça va aggraver les choses. Ok, donc pour un mal de tête primaire. Hein. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez... Oui, j'allais dire, par exemple, les contractions, fin de journée, j'ai mal, je prends un Dafalgan tous les jours, et ça pendant plusieurs mois, c'est pas une bonne chose. Okay. On peut aggraver les choses finalement, rendre plus chronique encore. Si on prend par exemple un mal de tête, que ce soit des tensions musculaires ou que ça vienne des sinus ou une contraction de la mâchoire, c'est toujours une tension musculaire, on peut dire qu'on peut prendre combien justement jusqu'à 10 à 15 jours de Dafalgan, ou de paracétamol, pardon, 10 à 15 jours de paracétamol par mois, c'est déjà beaucoup. Il ne faudrait pas dépasser 1 jour sur 2 de paracétamol. Okay. Pour les anti-inflammatoires, on dit 1 jour sur 3, c'est déjà beaucoup. Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre un anti-inflammatoire ? Justement pas. Les céphalées de tension musculaire ne répondent pas bien aux antidouleurs. Ça masque, ça atténue, mais ce qui marche le mieux, c'est de la kiné. Donc c'est vraiment agir sur la cause finalement, c'est la logique. C'est que si la cause elle est musculaire, il faut essayer de desserrer la mâchoire, apprendre avec le kiné ou soi-même à détendre un petit peu la musculature, mettre de la chaleur, ça peut aider aussi. Et analyser aussi la cause. Évidemment, si on est fatigué, stressé, tendu. Évidemment. On fait des longs trajets en voiture, avec des bouchons. Enfin, je peux imaginer qu'à la longue, ça finit par être une accumulation de tension. Donc, il faut agir sur la cause aussi. Peut-être voir un peu, est-ce qu'on peut décompresser, comment ne pas se retrouver toujours dans des situations aussi
angoissantes, si c'est possible en tout cas. Au niveau des yeux, on parle notamment de maux de tête, de migraines ophtalmiques, orthostatiques, donc, qui est dû quand on a la vision qui se brouille. Ah oui, ça c'est... Donc quand on est migraineux, on peut avoir des auras, comme c'était mentionné dans le micro-trottoir par le passant qui était médecin. Donc avant une migraine, on peut avoir un phénomène annonciateur qu'on appelle une aura. Typiquement, c'est visuel, donc ça peut être des flashs, des taches, et ça dure 30-45 minutes. Ça doit durer moins d'1 heure. Et après, apparaît le gros mal de tête. Et donc, c'est d'abord l'aura qui va nous... Et souvent, les migraineux le disent, hein, ça commence. Ça y est, ça commence, je commence à avoir des flashs, un flou. Et je sais que je dois attendre et que le mal de tête va arriver. Et c'est pas parfois, c'est pas que visuel. Donc, en fait, c'est à ce moment-là, pendant l'aura visuelle, c'est le cerveau qui est hyper excitable. Et donc, il y a une hyperexcitabilité des aires visuelles. Et cette hyperexcitabilité peut continuer de progresser. Et là, alors, ça peut donner des difficultés de langage. Et ça peut être très impressionnant. On a du mal à parler, on dit un mot pour un autre, on a du mal à comprendre ce qu'on nous dit. Et les patients disent, j'ai fait un AVC. Et donc, parfois, je comprends, ils viennent aux urgences, donc je ne m'exprime pas correctement. Oui, ça fait peur, évidemment. Typiquement, la bouche n'est pas déviée. C'est juste qu'on a une lenteur à comprendre, à s'exprimer. Au téléphone, l'entourage peut être inquiet. Non, tu ne t'exprimes pas correctement. Et si la vague continue, ça peut même devenir sensitif. Et donc, on peut avoir des picotements au niveau de la bouche, au niveau de la main, au niveau de la jambe. Et là, je comprends, les patients se disent, là, je fais un AVC. Mais ça ne doit pas inquiéter si on est migraineux. Et si c'est d'abord quelque chose de visuel, puis langagier, puis sensitif, puis le mal de tête, nous, on appelle ça des symptômes en marche d'escalier. Donc, un symptôme qui s'améliore, un autre, et puis le mal de tête. Ça, c'est typique migraineux. Et si on est en plus migraineux chronique ou connu, je vais dire, il ne faut pas s'inquiéter, même si, effectivement, ça peut être très angoissant. On peut avoir un mal de tête qui ne soit pas de type migraine et qui prend sa source au niveau des yeux? Non. Ce qu'on décrit ici, donc les auras, c'est très migraineux. Donc les autres types de maux de tête ne s'accompagnent pas de ça. Sauf si on parle de lourdeur au niveau des yeux, quoi. Le côté, j'ai l'impression d'avoir le poids du monde sur ma tête, une fatigue visuelle. Certains patients qui ont des tout petits strabismes, mais qui n'ont jamais été détectés, par exemple, ou traités, à la longue, avec la fatigue, mais ils peuvent décompenser un petit peu. Donc il y a des patients qui disent, je dois faire le focus difficilement, j'ai une fatigue visuelle, quoi. Ça peut se voir. Oui, c'est ça aussi. Ou si on doit porter des lunettes, mais qu'on ne les porte pas, peut-être aussi. Oui, c'est ça. Ça fatigue aussi. Ça peut prédisposer à froncer des sourcils, tout simplement. Et ça, c'est une tension musculaire. Oui, c'est ça, en fait. Et ça peut donner un mal de tête. Ça revient souvent, la tension musculaire, quand même. Très souvent. Dans les céphalées qu'on voit, nous, en consultation, c'est très souvent des céphalées de tension musculaire. Les migraineux, c'est plus rare, malgré que ça reste fréquent quand même, quoi. La fatigue? Oui, aussi. Donc, les risques de céphalée de tension musculaire, ils sont vastes. Ça peut être la fatigue, ça peut être la déshydratation, ça peut être la nervosité. Le stress. Le stress, bien sûr. Et donc, on est tous un peu stressés. Malheureusement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, la chaleur fonctionne bien. Donc ça, je dis parfois aux patients, n'hésitez pas. Oui, parce que là, on entendait quelqu'un qui mettait du froid. Le froid, c'est pour les migraines. Donc si c'est migraineux, comme on a vraiment une hypertension dans la tête, le froid peut... C'est pour ça qu'on met de la menthe poivrée, qu'on met parfois de la glace au niveau du front, ça aide bien. Mais si c'est vraiment musculaire, c'est le chaud au niveau de la nuque. Et donc, on vend des coussins en noyau de cerise à faire chauffer. Ça marche assez bien. Donc, les patients qui disent, moi, le Dafalgan, ça marche pas. L'anti-inflammatoire, ça fait pas grand-chose. Mais finalement, quand je prends une douche chaude, un bain chaud, je me relaxe. Et ça passe. C'était vraiment des céphalées de tension musculaire, quoi. Je pense que je vous ai interrompu ou on n'a pas fini la phrase par rapport justement à l'intérêt de prendre un anti-inflammatoire plutôt qu'un simple antidouleur. Oui, donc les migraines ne répondent pas bien au paracétamol, donc le traitement antidouleur classique finalement, quasiment pas. Et donc les migraineux, ils ont un arsenal de traitements de crise beaucoup plus large. Et donc c'est vrai que le premier traitement en cas de migraine, mais la migraine, c'est un mal de tête qui est très pulsatile, très intense, avec des nausées, la lumière gêne, le bruit résonne. Et l'intensité est très élevée. Et nous, on estime l'intensité sur une échelle de 1 à 10. Et souvent, on explique aux patients, 0, c'est rien. 1, c'est une gêne, mais je fonctionne. 10, c'est la pire douleur que j'ai jamais eue. Je préférais sauter par la fenêtre. La migraine, c'est souvent 6, 7, 8, quoi. Ça peut être des intensités très élevées, qui n'est pas comme la céphalée de tension, qui est plus supportable. Oui, c'est ça. Et donc, les migraineux commencent par un anti-inflammatoire. Ça fonctionne souvent, pas toujours. Ensuite, ils prennent, comme le patient décrivait dans le micro-trottoir, de l'exédrine. Ça, c'est de la caféine, en fait, qui permet de mieux soulager. Et puis, il y a les traitements, les triptans, qui sont des traitements qui sont beaucoup plus forts pour les migraines, mais qui ne sont pas toujours bien supportés non plus. Et donc, c'est vrai que les migraineux connaissent assez bien, au fur et à mesure des crises, évidemment,
qu'est-ce qui va fonctionner avec un anti-inflammatoire? Est-ce que je vais devoir escalader? Et les migraineux ont tout sur eux. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir toujours un peu 2-3 alternatives antidouleurs dans leur sac, parce qu'il faut aller vite. Quand l'aura est là, il ne faut rien prendre, il faut attendre. Mais quand le mal de tête commence et qu'il est rapidement intense, on a une demi-heure maximum pour prendre quelque chose. Sinon, ça ne fonctionnera plus. Ce sera trop tard, on sera trop loin dans la cascade. Donc les migraineux, ils doivent avoir des choses sur eux. Pour le mal de tête, par contre, l'anti-inflammatoire n'est pas spécialement indiqué? Non, c'est dangereux, parce qu'alors on va finir par avoir besoin ou tenter en tout cas de prendre des anti-inflammatoires très souvent. Et donc on abîme l'estomac, on peut abîmer sa fonction rénale. Et en plus, c'est pas très efficace. Donc, souvent, on explique en consultation, faites bien la différence entre... Parce qu'il y a des migraineux qui ont aussi des céphalées de tension, hein, ça n'empêche pas. On explique bien la différence dans les caractéristiques pour ce qui est des maux de tête et que la céphalée de tension ne justifie pas de prendre un antidouleur. Même le dafalgan n'est pas en soi nécessaire. C'est vraiment agir sur la cause. Ce qui n'est pas simple, parce que ça demande de faire un peu un scan corporel, de se dire, oui, là... Je suis en tension, je serre mes mâchoires, je me tiens de façon complètement sur la défensive, un petit peu près. C'est un peu un état de vigilance, on est prêt à réagir avec les épaules en avant. Il faut apprendre à lutter contre ça et ça demande quand même un entraînement. Hein. Déjà, savoir d'où vient, parce qu'on a parlé aussi, ça peut venir des sinus, par exemple. Oui. Oui, mais ça, c'est toutes les circonstances qui font dire que. Donc, c'est comme je vous disais, le patient qui a une migraine, qui a le nez qui coule, qui fait un petit peu de fièvre. Et là, c'est un antidouleur qui va fonctionner. Oui, tout à fait. Là, l'anti-inflammatoire fait fonctionner. L'antibiotique est parfois nécessaire. Ou parfois, il faut simplement décongestionner le nez pour permettre de libérer le mucus. Donc, ça justifie d'aller voir son médecin traitant parce qu'il y a souvent une chronologie qui est suspecte, en tout cas. Même chose pour l'absédentaire, on s'en rend compte. Hein. Il y a une douleur, de la fièvre, un gonflement. On a quand même des pistes qui permettent de dire que c'est ça le problème, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe justement dans notre corps quand, par exemple, dans un antidouleur, il y a de la caféine? Oui. C'est quoi l'effet de la caféine? Parce que parfois, un antidouleur avec caféine va mieux fonctionner qu'un antidouleur sans caféine. Ben oui, mais donc dans la migraine, il y a toute une cascade d'événements qui mènent à une vasodilatation. Donc en fait, les artères se dilatent. Donc il y a plus de sang dans le cerveau. Et donc il y a une sorte d'hypertension intracrânienne. Donc il y a tellement de flux sanguin que ça donne des nausées, même des vomissements. Donc ça, c'est des signes vraiment de trop de sang dans la tête. D'ailleurs, si on fait une IRM fonctionnelle chez un patient en pleine migraine, ce qu'on ne fait jamais, mais en pratique, on voit qu'il y a vraiment un hyper-afflux sanguin, un hyper-métabolisme, c'est vraiment impressionnant. Et donc, la caféine resserre les artères. Donc, les vasoconstricteurs fonctionnent. Donc, la caféine est un vasoconstricteur et les triptans sont des super vasoconstricteurs. Et donc, ça agit vraiment sur, au moins, diminuer l'afflux de sang, quoi. Diminuer un peu cette intensité, quoi. Un petit coup d'œil vers les gens qui nous suivent avec déjà quelques questions. Je les découvre en même temps que vous. Hein. Donc, jusqu'à 18 jours de migraine sur le mois et autant de triptan, d'anti-inflammatoires, de corticoïdes au plus fort des crises. Et corticoïdes aussi, alors? Oui, ça peut parfois être nécessaire. Plus de vie sociale. Et puis, la neurologue insiste pour que j'essaye les injections d'Ajovy? Oui, exact. Donc là, on parle de... Un miracle, pas un seul jour de migraine sous traitement. Mais c'est intéressant qu'on en parle parce qu'il y a une révolution il y a quelques années maintenant en neurologie. C'est que pour les migraines, il y a des traitements de fond qu'on utilise. Et donc les traitements de fond, c'est pas un traitement de crise. C'est pas le traitement que je prends quand j'ai mal. C'est un traitement à prendre tous les jours pour éviter d'en avoir aussi souvent. Oui. Et nous, on considère que quand on a au moins 4 jours de migraine par mois, ça commence à devenir trop invalidant au niveau de la qualité de vie et du travail. Parce qu'en pleine migraine, on ne sait plus, on doit s'absenter, on doit rester dans le noir, enfin, on ne sait plus fonctionner. Et donc, quand on sait qu'on a au moins 4 jours de migraine par mois, il faut essayer un traitement pour réduire la fréquence. Et dans ces traitements de fond, ils ont tous des effets secondaires, hein, il n'y a jamais rien de magique. Mais il y a un nouveau traitement très efficace qui est sorti, qui est justement cet Ajovy. Donc, c'est ce qu'on appelle un anti-CGRP. Donc, c'est des auto-injections qu'on fait 1 fois par mois. Et ça a révolutionné la vie des migraineux, parce que ces traitements-là fonctionnent très bien, et sans beaucoup d'effets secondaires, voire même pas d'effets secondaires. Ben, voilà un deuxième témoignage par rapport à ça. Pour le moment, le meilleur traitement est l'anticorps CGRP. Exact, c'est la même chose. Voilà, vivement les futures prouesses pour éradiquer complètement les crises migraineuses. Donc ça, pour nous, en neurologie, ça a vraiment été incroyable de voir enfin un traitement de fond hyper efficace et bien supporté, quoi. Donc c'est beaucoup plus chouette de suivre nos patients maintenant parce qu'on a quelque chose qui, par contre, est très cher et donc qui n'est remboursé que dans certains critères. Donc il est remboursé quand il y a plus de 8 jours de migraine par mois, pas 4, 8, et qu'on a essayé tout le reste qui ne fonctionne pas. Donc c'est la dernière étape, entre guillemets, parce que ce traitement coûte 400 € par mois.
sans remboursement. Ici, j'ai un autre témoignage qui parle d'injection d'Hémovic. C'est la même chose. C'est la même chose, ok. Donc il y a 4 molécules différentes. Oui, les migraineux ne parlent plus que de ça, entre guillemets, depuis quelques années. Les migraines sont passées de 20 à 2 par mois. Oui, c'est ça. Oui. Et puis là, c'est autre chose ici. Dominique qui nous parle d'un traitement pour la tension oculaire. Oui. Parce qu'on le disait, ça peut aussi être dû à ça. Et là, des gouttes de Geltime. Et c'est un bêta-bloquant, elle pense. Exact. Elle demande si c'est possible que les maux de tête avec des picotements soient dus à ce produit. C'est peut-être compliqué de répondre à ça. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc oui, c'est ça. Oui, il faut consulter. C'est pas impossible, mais c'est vrai que ça dépend de l'indication, du dosage. C'est ça, il faut aller un petit peu plus loin dans... Alors là, c'est Lily qui nous parle qu'elle a eu un AVC il y a 3 ans et que depuis, elle a toujours des maux de tête. Et on l'a envoyé 3 jours après, des maux de tête de plus. On m'a envoyé 3 jours après de l'hôpital avec 8 de tension. Oui, donc là, en fait, elle dit qu'elle a des maux de tête depuis son AVC et qu'effectivement, 8 de tension, est-ce que ça peut être dû à ça? J'imagine que c'est plutôt une hypertension qui provoque les maux de tête plutôt qu'une hypo. Mais là, il y a AVC et AVC, donc tout dépend si madame a fait une hémorragie ou plutôt un AVC ischémique. Enfin, évidemment, un AVC peut donner des maux de tête, mais ça peut être tellement de choses que c'est difficile de réagir pour moi à chaud. Alors là, on parle, mais ça, du coup, on va aller un petit peu plus loin aussi dans les explications, parce que là, on parle pour les migraines hormonales. Mais justement, est-ce qu'on est tous égaux devant les maux de tête et la migraine? Parce que, voilà, en fait, là, on a beaucoup parlé de la migraine, mais un simple mal de tête, mais qui va être récurrent tout le temps, c'est pas nécessairement pour ça que c'est une migraine, mais ça peut aussi être invalidant. Ah oui, tout à fait. Donc les céphalées de tension peuvent, chez certains patients, être à l'origine de 15-20 jours de céphalée, de mal de tête par mois. Donc une céphalée de tension peut être tout aussi invalidante qu'une migraine, parce que finalement c'est lancinant et ça peut être tous les jours, donc ça peut être quasi quotidien. Avec peu de solutions Des solutions effectivement sur l'origine, sur la lutte contre la contraction musculaire, mais on dispose quand même aussi de traitements de fond. Donc il y a des traitements de fond pour les céphalées de tension. Donc si quelqu'un, malgré la kiné, malgré la chaleur, souffre de céphalées de tension au moins 10-15 jours par mois, il faut consulter aussi votre médecin traitant dans un premier temps, parce qu'il y a des traitements de fond aussi. La migraine désensibilise un petit peu à la douleur finalement. La migraine n'est jamais due à de la tension. Artérielle? Vous voulez dire parce qu'ici, on parle de la tension au niveau des muscles, etc. La migraine, c'est pas ça du tout. Quand même. Donc c'est ça qui complique un peu les choses, c'est que certaines migraines peuvent être déclenchées aussi par de la tension musculaire. Parce que finalement, elles sont déclenchées par quoi, les crises de migraine? On ne sait pas trop. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un désordre vasomoteur. Donc tout un coup, vraiment, des signaux douloureux qui évoluent pour donner une vasodilatation. On ne connaît pas la cause. Il y a des facteurs favorisants, mais de là à dire que c'est les causes, on ne sait pas vraiment. Et les facteurs favorisants? Alors, chez les migraineux, ça peut être alimentaire. Donc, certains migraineux, avec le chocolat, des crustacés, certains vins blancs, l'alcool surtout, peuvent vous dire, dans les heures qui suivent, j'ai une migraine. Et donc, la chronologie fait que c'est suspect. Tout ce qui est hormonal, effectivement. Donc, chez les femmes, les variations d'œstrogène, c'est surtout ces variations brutales, comme pendant la période avant les règles, par exemple. C'est un facteur favorisant de migraine. C'est le même traitement, parce que c'est la question qui était posée ici, s'il y avait un traitement efficace contre les migraines hormonales, du coup. Mais les migraines hormonales, il faut essayer de lisser ces variations hormonales. Et donc, c'est pour ça que ça justifie parfois d'aller chez la gynécologue pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comme une pilule en continu, par exemple, pour éviter les règles sur quelques mois, des stérilés hormonaux. Enfin, c'est des discussions qu'on doit avoir avec la gynéco, parce qu'effectivement, il faut agir sur les variations hormonales, quoi. Sinon, c'est le traitement de la migraine. Oui. Et donc chez les migraineux aussi, quelque chose qui est intéressant comme facteur favorisant, c'est un rythme de vie un peu déstructuré. Donc ça veut dire qu'un migraineux, typiquement, c'est pas facile, mais il faut avoir une hygiène de vie assez stricte, dormir à la même heure, faire attention à son alimentation, ne pas sauter un repas. Ce qui peut parfois être décourageant, je sais que les migraineux, s'ils font une grasse matinée, ça peut être un risque de mal de tête, ne serait-ce que parce que le rythme était un peu perturbé, un décalage horaire. Donc typiquement, je pars en vacances, jour 1 des vacances, grosse migraine à l'arrivée, parce que décalage horaire, parce que rythme un peu perturbé. Et donc c'est parfois décourageant chez les migraineux. Ils doivent avoir un rythme de vie assez strict.
L'alcool, l'eau, justement, plutôt boire de l'eau, parce qu'un mal de tête, alors là on ne parle pas de la migraine, mais un simple mal de tête peut être dû au fait qu'on ne boit pas assez d'eau. Oui. La déshydratation, c'est une cause fréquente de céphalée de tension, ou du moins de mal de tête. Et donc il faut boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, c'est important. Et l'alcool aussi, évidemment. Hein. Si on s'alcoolise en soirée, le lendemain matin, on se réveille en déshydratation. Hein. Et donc c'est ça l'effet. La gueule de bois, finalement. Voilà, on l'entend souvent. Hein, ça, j'ai bu et le lendemain j'ai mal à la tête. C'est la déshydratation en général. Oui, parce que si on prend une solution de réhydratation, comme on peut prendre comme on donne aux enfants quand ils ont des gastroentérites, qui est finalement de l'eau salée avec du sucre, on améliore nettement le mal de tête. Hein. Ah, alors ça va intéresser les étudiants, mais c'est pas le moment, ils sont en blocus. D'ailleurs, on va en parler peut-être de ça, comme ça on fait justement un petit tour de ce côté-là, mais pour ceux qui auraient mal à la tête le matin après avoir une soirée trop arrosée, plutôt que de prendre du paracétamol, l'idée ce serait alors de prendre de l'eau sucrée. Il y a des sachets qui se vendent qui est de la solution de réhydratation. Tout simplement. Donc c'est en fait un bon dosage, parce que si c'est trop salé, trop sucré, ça risque d'être un peu difficile. Mais c'est de l'eau, la composition est déjà faite en pharmacie, c'est ce qu'on donne aux enfants, donc il n'y a aucun risque. Hein. C'est pas très bon, il faut être honnête, parce que c'est aussi salé que sucré. Hein, donc c'est... Voilà, c'est un peu la punition pour avoir trop bu la veille. Il faut le garder frais au frigo et il faut se forcer. Mais je crois que le mieux, c'est de boire beaucoup d'eau. Donc si quelqu'un boit... Et pendant la soirée aussi. Mais voilà. Et donc on dit souvent un verre de vin, un verre d'eau. Oui, c'est ça. Donc ça déjà, ça aide. Et avant de dormir, un maximum d'eau. Et il y a cette solution de réhydratation qui peut bien aider quand même. Mais bon, je crois qu'il faut surtout agir sur la cause et pas boire de trop et essayer de boire de l'eau, quoi. Pendant la soirée déjà, oui. Voilà, c'est ça. Et pour les étudiants, peut-être, le fait, à un moment donné, d'être en blocus et d'étudier tout le temps, est-ce que ça peut... Oui, bien sûr, hein, parce qu'il faut s'oxygéner, faire des pauses, bien dormir. Je crois qu'en blocus, tout ça peut poser problème. Bien dormir, évidemment. Oui, donc c'est vrai que si on dort peu, mal, que le niveau de stress est permanent, qu'on ne s'oxygène pas, qu'on mange peu ou un peu n'importe quoi. Oui. J'étudie, genre toutes les heures, je fais une petite pause et je vais m'oxygéner. Oui, bien sûr. Hein. Oui, c'est pas étonnant qu'il y ait des maux de tête à ce moment-là. Quoi. Tout est là pour... Puis le stress, forcément, aussi. Hein. Ça joue aussi. Je regardais s'il y avait encore d'autres questions. Là, oui, on parlait de la migraine hormonale, mais justement, on en revient à cette fameuse question. Est-ce qu'on est tous égaux devant le mal de tête ou les risques de migraine? Alors, pour les maux de tête, on est tous égaux. Par contre, pour la migraine, non. Il y a vraiment une prédisposition féminine. Hein. On estime que 15 à 20% de la population féminine est migraineuse, contrairement à 3 à 5% chez les hommes. Oui. Donc oui, il y a un facteur... Et ça, c'est hormonal? Oui, principalement hormonal. Parce qu'après la ménopause, normalement, ça va mieux. Normalement, pas toujours, mais souvent oui quand même. Et donc, il y a aussi un facteur héréditaire. Donc, si on a un parent migraineux, on a plus de risque d'être migraineux. On dit x2, x3, le risque plus élevé. Et si on a 2 parents migraineux, on a 80% de chances d'être migraineux aussi. Ça commence vers quel âge, en général, la migraine? Souvent l'adolescence, justement en lien avec ces variations hormonales. Parfois dans l'enfance, surtout quand il y a des antécédents familiaux. Et là, ça peut être des migraines qui vont être un peu chroniques. Donc, plus ça commence tôt, plus ça va être quelque chose qui va durer. Quoi. Déjà à l'enfance? Oui, il y a des migraineux enfants, oui. Ça, c'est terrible, ça. C'est vrai que moi, comme je suis neurologue adulte, je les vois à partir de 15 ans. Donc, je ne vois pas d'enfants, ou très peu. Mais quand on creuse en les rencontrant, ça a parfois commencé dans l'enfance, oui. Alors, on peut être effectivement déjà migraineux étant enfant, mais est-ce que est-ce que c'est aussi fréquent? Et puis surtout, est-ce que le fait d'être migraineux, c'est uniquement les symptômes ou la fréquence joue sur le fait qu'on dit qu'on est migraineux? Alors, tout le monde peut faire des migraines. C'est pas parce qu'on a fait une migraine qu'on est migraineux. On dit qu'on est migraineux quand il y a une accumulation de crises. Mais donc faire une migraine, même chose, même avec aura, tout le monde peut le faire. Ok. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a plein de cas de figure possibles. C'est comme le mal de tête qu'on peut avoir de temps en temps pour une raison, parce qu'on ne s'est pas assez hydraté ou des choses comme ça, ou le mal de tête qui finalement peut être peut-être pas aussi invalidant ou pratiquement aussi invalidant que la migraine, avec aussi peut-être des difficultés à le soigner. En tout cas, on doit soigner la cause dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Moi, je propose qu'on parlait justement des traitements intéressants. Oui. Vous nous avez renseigné le docteur Lacroix. Avec, de quel traitement, en un mot, parce qu'après, il va en parler. Est-ce que ça fait partie des traitements qui ont été cités ici Donc non, on n'en a pas encore parlé. D'accord. C'est très intéressant parce que c'est une technique qui existe depuis quelques années, qui l'expliquera bien mieux que moi, et qui fonctionne très bien et qui est sans risque. Et donc, ça vaut vraiment la peine, je trouve, d'avoir notion que ça existe. C'est ce qu'on appelle un bloc sphénopalatin. C'est une toute petite intervention qui se fait chez l'anesthésiste, qui prend 10 minutes,
et qui peut aider dans plusieurs circonstances. Donc c'est... Ben voilà, Eva est allée voir le docteur Lacroix et il nous explique. Voilà, bonjour. Donc moi je m'appelle Simon Lacroix, je suis anesthésiste ici à Saint-Luc-Bouge à Namur. Donc il y a un traitement qui existe pour les personnes qui souffrent de migraine. C'est un traitement qui existe depuis très longtemps, qui a été un peu désuet, qui a été oublié, qui revient à la mode et qui fonctionne relativement bien pour certaines migraines, certaines céphalées comme les algies de la face, les problèmes de douleur au niveau du nerf trijumeau ou après des ponctions lombaires. Ça peut effectivement très très bien fonctionner. Donc en fait ça consiste à endormir le ganglion sphénopalatin. Le ganglion sphénopalatin, c'est un ganglion qui est vraiment à l'arrière de la cavité nasale, qui est sous-muqueux. Et donc, on va endormir avec un produit comme le dentiste utilise pour endormir la dent, un anesthésique local. Un ganglion, c'est une connexion, c'est un petit centre de commandement nerveux. Et donc, de là vont partir différentes fibres nerveuses, aussi bien sensorielles, pour la tonicité des vaisseaux, vasodilatation, vasoconstriction. C'est des problèmes qu'on retrouve dans certaines migraines. Tout comme aussi, ça va contrôler certaines glandes, des glandes lacrymales, donc c'est ce fait qu'on a les yeux qui pleurent, des glandes au niveau du nez, des rhinorrhées, c'est ce qu'on retrouve facilement dans certaines migraines. Pour bénéficier de ce traitement-là, il y a 2 chemins possibles. Il y a soit le neurologue qui nous envoie le patient, donc c'est quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle a pris en charge depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, elle connaît l'étiologie des migraines, des céphalées, elle nous l'envoie pour ce traitement-là, ou bien c'est un patient qui est venu chez nous pour un traitement de péridurale ou de rachianesthésie, pour lesquels nous, on connaît le traitement plus léger, adéquat, c'est-à-dire un bloc du ganglion sphénopalatin. Les résultats sont très satisfaisants, déjà après quelques minutes. Comme c'est un produit qui agit très vite, le patient peut être soulagé après quelques minutes. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est un traitement qu'on peut répéter une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, 2 à 3 fois, pour obtenir des résultats satisfaisants. Ça fonctionne quand même de manière transitoire. Si ça ne fonctionne pas au long terme, c'est que la migraine n'est pas due au mécanisme via ce ganglion sphénopalatin et donc il faut trouver une alternative au traitement. Les seuls effets secondaires qu'on pourrait avoir, c'est toujours des allergies à certains produits, c'est-à-dire les anesthésiques locaux, ça on pose bien la question. On peut aussi avoir le fond de la bouche et la gorge qui dorment pendant 1 heure ou 2, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de mal peut-être à déglutir au début et donc on préconise le traitement. Donc le bloc est assez simple à réaliser. On utilise un gros coton-tige où c'est la même ustensile qu'on utilisait pour les tests Covid. Et donc, on va introduire dans le nez pour aller rejoindre le ganglion qui est vraiment dans le fond du nez, juste en sous-muqueux. Et donc, c'est vraiment comme pour un test Covid. Et donc, nous prenons la tigette, nous l'imbibons avec un médicament, c'est un anesthésique local. C'est le même produit que le dentiste utilise pour endormir la dent. Et donc, ça va endormir le ganglion pendant quelques minutes, voire quelques heures. Et donc, il suffit de mettre de l'anesthésique locale sur le bout de la tigette et d'introduire lentement, millimètre par millimètre, la tigette jusqu'au fond de la paroi nasale. Et donc, on va endormir comme ceci et on introduit tout doucement, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ait un arrêt. À ce moment-là, la tigette va arriver sur le bout de la fosse nasale, avec le contact, va endormir le ganglion, va diminuer la vasodilatation, et donc c'est ce qui crée les migraines, et donc le patient va se sentir soulagé de ses maux de tête. On peut parler d'un traitement révolutionnaire ? Dans certaines indications, oui. C'est vrai que nous, on l'utilise beaucoup en neurologie quand on est face à des migraines qui durent. On appelle ça des états de mal migraineux. Parce qu'une migraine peut durer 4, 5, 6, parfois 8 heures, parfois même 24, parfois même 72 heures. C'est rare, mais ça arrive. Et ça, sans intervalle libre. Donc ça veut dire que le mal de tête varie peut-être en intensité, mais ne disparaît pas. Et ça, c'est extrêmement pénible pour les patients parce qu'on est trop tard pour les antidouleurs spécifiques. Et ça peut durer, ça a déjà arrivé que ça dure jusqu'à 4-5 jours. Hein, et donc, c'est terrible, oui. C'est vraiment terrible. Au niveau social ou même professionnel, c'est dramatique. Et donc ça peut bien fonctionner. Et comme ça ne se fait qu'à l'hôpital ? Oui, ça se fait par un anesthésiste parce que c'est vrai que ça demande une manipulation quand même assez précise, vraiment dans le fond du nez. Et donc, mais les anesthésistes ici à Saint-Luc-Bouge le font et ça va très vite. Donc on sait prévoir ça dans la journée. C'est parfois quelque chose qu'on demande déjà via la salle d'urgence. On contacte, dit est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire cette petite intervention. Ça prend 5-10 minutes, voilà, ça prend du temps quand même, hein, mais c'est faisable. Et donc ça vaut parfois la peine d'essayer ça plutôt que faire l'escalade dans les antidouleurs de plus en plus puissants.
Parce que parfois, on en est dans effectivement des corticoïdes ou des dérivés morphiniques aussi, quand la douleur est telle. Évidemment, plus on a mal, moins on dort, plus les jours avancent, pire c'est. Donc à un moment, ça devient de la détresse, quoi. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Et ça fonctionne, c'est vrai. Et ça doit être prescrit du coup par un neurologue, ça se passe Non, par un médecin. Donc ça peut passer éventuellement via le médecin généraliste. Je ne sais pas s'ils sont très au courant de cette technique, parce que c'est vrai qu'on en parle maintenant vraiment que depuis quelques années. Donc ça ne m'étonnerait pas que certains généralistes n'ont jamais entendu parler de ça. Alors on a parlé des céphalées, c'est à ça que sert aussi l'émission, voilà, ça peut aussi... Oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Ça peut être des patients qui vont aller en parler à leur médecin traitant. Ah oui, parce que dès qu'on tape ça sur des moteurs de recherche, il y a pas mal d'études qui montrent que ça fonctionne bien. Donc on a parlé des maux de tête, céphalées, maux de tête, c'est la même chose, de la migraine. Puis il y a aussi l'algie de la face. Oui. Ça, c'est moins fréquent, mais il s'agit de quoi, en fait? C'est très douloureux. Exactement. Donc ça, c'est des douleurs très courtes. On appelle ça de l'algie en grappe, donc parce que c'est des douleurs qui vont durer quelques minutes, mais de façon très rapprochée pendant quelques heures. Et c'est très différent parce que ça réveille la nuit, typiquement. Ça fait mal moins longtemps, mais de façon encore plus violente. Et ça s'accompagne d'un œil qui pleure, d'une narine qui coule, d'un œil qui peut être rouge aussi à ce moment-là. Et ces douleurs qui sont estimées à 10 sur 10. C'est vraiment de l'intolérable à ce moment-là. Et ça, c'est plus à risque. C'est aussi la maladie du suicide, c'est ça? Oui, donc c'est ce qu'on appelle l'algie vasculaire, ou en anglais le cluster headache, ou la céphalée en grappe. C'est plus fréquent chez les hommes, ça, par contre. Mais c'est vrai que la douleur est tellement intense et tellement rapidement intense que ça peut pousser parfois à des idées suicidaires. C'est pour ça qu'on appelle ça... Oui. On sait d'où ça vient? Même chose, c'est un désordre vasomoteur, mais plus de la face à ce moment-là. Donc autant dans la migraine, on peut imaginer que c'est une vasodilatation des artères plutôt dans le crâne, je vais dire, autant là, c'est plutôt dans le visage. Et donc typiquement, une moitié de visage va devenir rouge, plus moite, avec cette narine qui coule, l'œil qui devient rouge. Et donc ça se passe vraiment au niveau facial à ce moment-là. Donc on pense que c'est d'autres artères qui se dilatent. Et c'est extrêmement invalidant. C'est comme pour la migraine, j'imagine, ça peut être de temps en temps, comme ça peut être hyper fréquent, ça dépend vraiment d'un patient. Étonnamment, c'est périodique, donc on sait que c'est à certains moments de l'année. Et c'est des périodes qui durent quelques semaines, et puis ça passe normalement. Mais ça peut revenir, pas chez tout le monde. Et donc c'est vrai que c'est étonnant, il y a un caractère saisonnier, on ne sait pas trop pourquoi. D'accord. Facteur, oui, ça me fait penser aussi qu'un mal de tête, mais là je fais juste un petit bond en arrière, on va revenir à l'algie de la face, mais peut aussi dû, parce qu'on parle de saison, à des allergies. Ah oui aussi, mais alors c'est le nez qui coule, oui, voilà, il y a d'autres symptômes. Il y a d'autres symptômes. Et est-ce qu'il y a des caractères prédisposants, je ne sais pas si on dit comme ça, mais qui peuvent favoriser l'algie de la face? C'est moins connu. Donc c'est a priori pas hormonal, pas spécialement héréditaire. On ne sait pas vraiment les facteurs favorisants. Alimentation, stress... Pas clair. C'est pas clair. Pas clair du tout. Parce que c'est d'autant plus compliqué pour le patient. Oui, parce que pourquoi saisonnier et pourquoi ça réveille en pleine nuit? On ne connaît pas bien ce qu'on appelle la physiopathologie, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et les traitements de crise sont très difficiles parce que comme on a mal très vite mais que quelques minutes, on n'a pas le temps de prendre quelque chose, on prend quelque chose qui ne sera finalement pas très efficace. Donc là, il ne faut pas hésiter à prendre des traitements de fond. Le médecin traitant est à même de commencer déjà certains traitements de fond. Et si ça ne fonctionne pas, alors consulter un neurologue. Mais ça justifie des consultations urgentes. Parce que c'est vrai qu'on ne tient pas le coup très longtemps. Parce que ça peut être toutes les nuits pendant plusieurs semaines. Le traitement proposé par le docteur Lacroix, il en parle, peut fonctionner. Ça peut fonctionner, oui. Vous avez eu des cas de patients ou pas encore? Vous n'avez pas encore eu l'occasion? Moi, j'ai beaucoup d'états de mal migraineux chez qui j'ai fait des blocs spénopalatanes. Dans les algies vasculaires, pas encore, non. C'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai tenté... C'est moins fréquent, j'imagine? Oui, c'est beaucoup moins fréquent. C'est une maladie moins fréquente que la migraine? Encore moins fréquente, oui. C'est beaucoup plus rare. Avant de refaire un petit bilan, mais surtout un bilan sur à quel moment est-ce qu'il faut consulter, quels sont les maux de tête qui doivent nous faire aller en urgence, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé? Je réfléchis. Pour être sûr qu'on a bien fait le tour. Peut-être quand même, il y a des maux de tête qui sont dus à certains médicaments. Donc il y a des médicaments qui font mal à la tête. Oui, c'est ça, c'est un effet secondaire du médicament. Oui, et pas des antidouleurs, je veux dire par là. Donc il y a des traitements antihypertenseurs qui typiquement donnent mal à la tête. Donc ça vaut toujours la peine, et ça c'est une manière générale, mais de venir toujours avec sa liste de traitement, toujours bien avoir une liste à jour de ce qui est nouveau, de ce qui a été changé, parce que ça existe quand même.
Est-ce que de toute façon, que ce soit dans le cas, dans n'importe quel cas, que ce soit le mal de tête, la migraine ou encore même l'algie de la face, est-ce que ça ne vaut pas toujours la peine de tenir un petit, quand c'est récurrent, hein, évidemment, quand on a des maux de tête de façon récurrente, de tenir un petit journal en ce qu'on a fait avant, parce que est-ce qu'on a passé une mauvaise nuit, est-ce qu'on a été tendu, etc. Est-ce que ça ne peut pas donner des indications aussi aux médecins, des causes finalement? C'est ce qu'on demande aux patients chez qui c'est chronique, c'est de faire un calendrier des maux de tête. Où l'idéal, c'est que ce soit bien visuel sur son téléphone ou sur un calendrier, tout simplement, avec quel jour j'ai mal à la tête, qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui aurait pu être en cause, même si j'ai mangé avant, Parfois, c'est frustrant parce qu'on n'a pas toujours de facteurs favorisants qui reviennent de façon systématique. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour nous, surtout pour, s'il faut commencer un traitement de fond, juger de son efficacité. Parce que comme on voit son neurologue parfois tous les 6 mois, on se rappelle du mois qui vient de passer, mais pas forcément des 6 derniers mois avec détail. Et donc ça vaut vraiment la peine au niveau visuel de se rendre compte que le médicament a quand même été efficace. Parce que les médicaments, à part celui dont on a parlé, qui est super efficace, ils réduisent la fréquence des migraines, par exemple, de moitié. Donc, c'est déjà très bien, mais parfois, c'est décourageant parce qu'on se dit, ben, j'en ai encore. Oui, mais il y en a quand même beaucoup moins. Et donc, ça vaut parfois la peine d'objectiver les choses et d'être vraiment systématique et de voir est-ce que ça a fonctionné ou pas, quoi. Alors moi, ce que j'ai retenu avant de faire ce petit bilan où il faut absolument aller consulter, notamment en urgence, c'est que lorsqu'on a des maux de tête, quelle qu'en soit la cause, hein, mais là on ne parle pas de migraine, il faut faire attention à la quantité de médicaments qu'on va prendre. Ça, c'est vraiment parce que ça, je veux dire, c'est peut-être quelque chose dont on ne se rend pas toujours compte en se disant, bah, c'est pas grave, je vais prendre un antidouleur par jour, mais non, en fait. On aggrave les choses. On aggrave les choses. Ça ne doit pas être systématique. Donc s'il y a un médicament qui est pris plus d'un jour sur 2, c'est un signal d'alarme. Hein. C'est un signal d'alarme, oui. Et là, de toute façon, on consulte pour essayer de trouver la cause. Et donc, parfois, ce qu'on fait, c'est des sevrages en antidouleur, comme on fait pour des sevrages en somnifères, par exemple, où progressivement, on diminue pour arriver dans des quantités qui sont autorisées. Et c'est quoi, en fait, la quantité autorisée? C'est ça. On dit que pour le paracétamol, 1 jour sur 2, c'est trop. Donc, ça doit être moins d'1 jour sur 2. Ça ne dépend pas du nombre de milligrammes? Pas spécialement, ni de la dose. C'est vraiment le nombre de jours où on en a pris au moins 1, quoi. Donc, un jour sur 2, c'est déjà trop? C'est déjà trop. 1 jour sur 3, c'est déjà plus raisonnable? C'est ça. Pour les anti-inflammatoires, 10 jours par mois, c'est déjà beaucoup. Donc, plus d'une semaine par mois, c'est déjà trop. Même chose qu'on en ait pris 1, 2 ou 3. Hein, mais Et par contre, pour les dérivés de caféine ou les triptans, là, on est encore plus strict. Hein. C'est 7 comprimés ou 7 prises par mois. C'est déjà qu'il va y avoir accoutumance. Et donc, ça va aggraver, ça va chroniciser les problèmes. Donc, c'est intéressant pour les migraineux d'avoir différents traitements de crise, d'alterner, de voir... Alors, il faut se connaître et c'est difficile, du coup, de voir qu'est-ce qui justifie d'attendre un peu, de prendre un anti-inflammatoire. Je vois si ça s'améliore dans les 2 heures ou pas. Ou dès que l'intensité est maximale, il y en a des patients qui disent, là, quand je vais vomir tout de suite, je sais que je ne peux pas traîner. Et donc là, je prends mon triptan. Et donc, on doit se connaître. Et donc, c'est vrai que c'est... Est-ce que ça peut disparaître, la migraine? Est-ce qu'on peut être migraineux et puis ne plus l'être comme l'algie de la face? Est-ce que ça peut disparaître? Alors, autant l'algie de la face, ça disparaît, mais ça peut revenir. Autant migraineux, on peut l'être une bonne partie de sa vie. Mais il faut dire quand même qu'il y a des périodes d'accalmie. On ne sait pas trop pourquoi. Donc il y a des migraineux qui peuvent être parfois tranquilles 2-3 ans, et puis de nouveau une année difficile. Alors ça dépend de beaucoup de choses, hein, finalement, de la fatigue, du stress. Alors la grossesse, c'est un état de grâce hein, chez les migraineux, parce qu'elles n'ont pratiquement pas de migraine normalement enceintes. Mais le postpartum, ça recommence. Or, il y a d'autres ennuis à ce moment-là. Donc c'est une période qui est quand même parfois un peu difficile. Et même chose, après la ménopause, normalement, ça va mieux. Mais c'est une personne n'est pas l'autre. Enfin, s'il y a une femme qui a 25 ans, vous lui dites... Oui, ça ira mieux la ménopause, mon Dieu. Oui, c'est ça. Et il y a aussi des périodes d'accalmie. Et sans qu'on sache vraiment pourquoi. Oui, il faut rester quand même aussi positif en disant c'est pas parce qu'on est migraineux aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a de l'algie de la face aujourd'hui que ça ne va pas... Tout à fait. Et donc parfois on ne sait pas pourquoi. Pendant 1 an et demi, c'était difficile, on a dû prendre des traitements de fond. Et puis parfois, période calme, quelques années. Mais c'est bien, c'est un message d'espoir. Par contre, là, à quel moment il ne faut pas se dire j'ai un simple mal de tête, j'ai une simple migraine ou une algie de la face même, à quel moment je dois venir en urgence si j'ai des douleurs dans la tête? Et donc, comme on a discuté, le mal de tête brutal. Mais alors, brutal. J'insiste vraiment sur le côté, je sais dire que j'étais en train de faire ça, où il était telle heure, tellement c'est arrivé vraiment comme un coup de poignard. À ce moment-là, il faut consulter, même si ça disparaît. Et d'intensité élevée, hein, donc vraiment un mal de tête. Les patients le disent souvent, je me suis tenu la tête, j'ai dû m'asseoir. Ça, c'est pas normal. Il faut toujours venir aux urgences, ça justifie bien de le redire. Un scanner cérébral.
Un mal de tête qui ne répond pas aux antidouleurs et qui dure et qui est très intense, ça justifie. Surtout s'il y a un autre signe neurologique, donc s'il y a de la fièvre et si évidemment il y a un symptôme neurologique associé. Oui, donc ça veut dire alors une perte de force bien sûr, on voit plus bien d'un œil. Alors vous allez dire ça peut ressembler à des auras, c'est ça que c'est pas toujours très simple de faire la différence. Mais si en même temps qu'un mal de tête, il y a eu des symptômes neurologiques, ça ne s'améliore pas, les antidouleurs ne font rien, ça ne va pas mieux et ça dure, là il faut venir aux urgences, il ne faut pas traîner. Voilà. Un grand merci. Avec plaisir. Donc voilà, j'espère qu'on a fait on a fait le tour en tout cas et qu'on a répondu à vos questions, notamment que vous avez posées ici sur les pages Facebook. Vous rappelez que l'émission est visionnable dans son intégralité sur la chaîne YouTube de la clinique Saint-Luc Bouge ainsi que celle de Bouquet Média. Il y aura également une version plus courte en télé. Et puis, n'hésitez pas à déjà poser vos questions dès qu'on commencera à en parler sur les réseaux sociaux pour la prochaine émission. Alors, la prochaine émission, on va s'intéresser aux enfants avec notamment tout ce qui est ORL, mais aussi allergie, dermatologie. Donc voilà, on va faire un petit bilan des choses importantes à voir avec nos enfants avant cet été. Merci. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis.